Bon, merci d'être là de bon matin là, sur la ferme d'Alexandre, Sylvain et Mathis, ici présents. Et on s'est dit que là on allait faire une chose un peu curieuse, c'est qu'il y avait marqué visite de ferme, c'est pas exactement une visite de ferme. L'idée c'est plutôt de faire un récit de la ferme. Et un récit qu'on a préparé avec Alexandre et Sylvain. On s'est vu pour causer et essayer de glaner des informations. Ouais. Et l'idée là, c'est comme si on était un peu dans une émission France Inter en fait, mais avec les pieds humides quoi. Normalement c'est les pieds sur terre là, c'est les pieds dans les pieds posés. D'ailleurs, t'es prêt à enregistrer pour un podcast ? J'ai mis mon truc au cas où. Trop bien. De quoi ? France Culture, les pieds sur terre. Ouais, Ah oui. Culture, les pieds sur terre. Ouais. Oui. Moi qui voulais faire mon intelligence. T'as raison. Oui, la terre au carré sur France Inter, c'est pas mal aussi. Ça roule. Donc ce qu'il va y avoir, là de la même manière, il va y avoir des récits, des questions, un ou deux contes, une petite lecture, de la musique, comme si on était sur une émission de radio. Le son sera un peu moins bon. En revanche, là, ce qui est pas mal, c'est que potentiellement aussi vous pourrez intervenir, ce qu'on a vraiment moins l'occasion de faire à la radio, à moins de passer un coup de téléphone. Donc voilà. Donc ce que je peux dire par rapport à une des choses qu'on a dit, c'est bienvenue dans l'endroit qui ressemble le plus au Pays Basque en Bretagne. Une des choses que m'ont dit Alexandre et Sylvain, à un moment donné, vous verrez, c'est que la question se posait entre les Pays Basques et la Bretagne pour l'installation. Et heureusement, ils ont trouvé ici, en haut de Bel Air, un endroit qui ressemblait vraiment beaucoup au Pays Basque. Et notamment parce qu'il y a vue sur la mer. Exactement, on voit la mer juste derrière la haie. Derrière les arbres. Si vous voulez, après, ça peut être une belle manière d'aller voir la mer ensemble, d'aller écouter le doux recel des galets. Et, Même si on est à 30 km, hein, mais bon. On allait à vol d'oiseau. À vol de... Ouais. Donc bienvenue dans ce podcast sur France Culture, évidemment. Ce podcast qui pourrait s'appeler Silence dans les champs 2, le retour, pour ceux qui ont lu le premier. Ce serait un peu la deuxième partie. Et je vous propose de commencer en faisant un petit chant à répondre, avec un chant à répondre plus ou moins du coin. Si vous avez envie de le chanter avec moi, ça commence par c'était par un dimanche matin, m'y revenant des vêpres. Il s'avère que nous autres, là, on revient pas tant des vêpres que ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez, parce que moi, Google n'a pas su me répondre, il ne savait pas ce que c'était que les vêpres en Bretagne. C'était l'après-midi. Vépré, c'est l'après-midi. Le terme de vépré veut dire après-midi. En fait. C'est ça qui me rendait un peu curieux, c'est que dans cette chanson-là, pourtant, vraiment, c'est écrit noir sur blanc dans la bouche des chanteurs. Que c'était par un dimanche matin, mais je viens de comprendre. La vépré, l'après-midi. Bah oui. Mais oui. Mais non, mais en fait, vous allez comprendre, c'est parce que c'est une menterie. Sauf que je pensais qu'il mentait pas dès le départ. Donc en fait, oui, là vous allez voir, ça s'appelle la grandeur de la Terre. Et une personne est partie pour charruer la grandeur de la Terre. Donc pour essayer de charruer toute la Terre d'un coup. Et moi, ce que j'aime bien dans cette chanson, je me dis, c'est pas mal comme démarrage pour se dire que le rapport à la Terre, il est fait de vérité et de mensonge, et il est fait aussi des fantasmes de ce qu'on veut vivre avec. Et dans celle-là, ça part dans tous les sens. Il s'offre la liberté, la licence poétique. Donc si vous voulez bien après moi, ça fait... C'était par un dimanche matin, m'y revenant des vêpres. C'était par un dimanche matin, m'y revenant des vêpres. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes deux bœufs dans ma pochette. Et bon, faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. C'était par un dimanche matin, m'y revenant des vêpres. C'était par un dimanche matin, m'y revenant des vêpres. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes deux bœufs dans ma pochette. Et bon, faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent quand ils font du bruit dans la maison. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes deux bœufs dans ma pochette. J'ai mis ma charrue sur mon dos, mes deux bœufs dans ma pochette.
Je suis parti pour charruer la grandeur de la terre est bon. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Je me suis mise à charruer la grandeur de la terre, la grandeur de la terre. Je me suis mise à charruer la grandeur de la terre, la grandeur de la terre. Dans mon chemin, j'ai rencontré un prunier plein de pommes et bon. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Dans mon chemin, j'ai rencontré un prunier plein de pommes, un prunier plein de pommes. Dans mon chemin, j'ai rencontré un prunier plein de pommes, un prunier plein de pommes. Je me suis mise à le secouer, tomba des guernoiselles et bon. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Je me suis mise à le secouer, tomba des guernoiselles, tomba des guernoiselles. Je me suis mise à le secouer, tomba des guernoiselles, tomba des guernoiselles. Le paysan qui me veut là, il me lança des pierres et bon. Faut qu'il chante et quand ils font du bruit dans la maison. Le paysan qui me vit là, il me lança des pierres, il me lança des pierres. Le paysan qui me vit là, il me lança des pierres, il me lança des pierres. Il m'atteignit dessous les selles, je soignais de l'oreille et bon. Faut qu'il chante et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Il m'atteignit dessous les selles, je saignais de l'oreille, je saignais de l'oreille. Il m'atteignit dessous les selles, je saignais de l'oreille, je saignais de l'oreille. Le médecin qui me soignait me pensait sous l'orteil et bon. Faut qu'il chante et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Le médecin qui me soignait me pensait sous l'orteil, me pensait sous l'orteil. Le médecin qui me soignait me pensait sous l'orteil, me pensait sous l'orteil. Les mouches qui étaient au plafond se crevaient le ventre de rire et bon. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Les mouches qui étaient au plafond se crevaient le ventre de rire, se crevaient le ventre de rire. Les mouches qui étaient au plafond se crevaient le ventre de rire, se crevaient le ventre de rire. Les mouches qui étaient au plafond se crevaient le ventre de rire, se crevaient le ventre de rire. Les mouches qui étaient au plafond se crevaient le ventre de rire, se crevaient le ventre de rire. Si ma chanson est de vérité, je veux bien qu'on m'étrangle et bon. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent et quand ils font du bruit dans la maison. Faut qu'ils chantent. Bah oui, on se demande dans cette chanson-là, et apparemment il fallait qu'il chante et qu'il fasse du bruit dans la maison. Et c'est vrai que dans des échos qu'on peut avoir des récits sur les paysans et les agriculteurs et les agricultrices d'aujourd'hui, il y a quand même un truc où des fois c'est hanté par le silence. Il y a beaucoup des livres qui sortent, des ressources qui sortent, qui mettent une chape de plomb un peu sur le silence de la ferme. Il y a ce fameux bouquin qui est sorti, Silence dans les champs. Je me disais, du coup, il y a un peu un truc justement de comment on peut peupler en fait ce silence-là en discutant ensemble. On s'est rendu compte que le silence, il avait plein d'aspects différents. On a un peu dans la tête le silence l'omerta, les choses, il faut pas dire, il y a les tabous, ce qu'on n'en parle pas. Cela dit, il y a aussi plein d'autres silences. Et je me disais qu'on pouvait les décliner. Il y a la part belle des silences, et je me disais que c'était un peu ça. C'est une tentative aujourd'hui de se dire quel récit on peut faire sur les fermes qui n'oublie aucun aspect. C'est un peu difficile à vrai dire, mais qui se rend compte aussi de la beauté, des choses. Et je me disais que pour ça, on pouvait commencer par de fait dire tous les deux, si vous voulez bien nous redire, tous les deux, vous venez du monde agricole. Ouais. Dans du monde agricole, chacun. Ouais. Bah, vas-y. Merci. Allez, parole. Ouais, bah moi je viens du monde agricole, du coup du Béarn exactement. Pas tout à fait le Pays Basque, ça s'en rapproche. Et donc voilà, mon père était éleveur en conventionnel sur un système pas du tout en bio, avec un assez gros troupeau et de vaches laitières et voilà, des rations, tout ce qui se fait de plus classique en système conventionnel, c'est-à-dire du maïs sans silage et tourteaux de soja. C'est de ce milieu-là que je suis issu, et j'ai grandi avec l'idée transmise par mon père que
l'agriculture bio c'était bon pour les bobos parisiens, mais que ça nourrirait pas le monde. Et toi Moi je viens du monde agricole parce que mon père était éleveur de porc, mais tout ce qui se fait aussi de plus classique en Bretagne, à savoir un élevage sur caillebotis avec des cochons qui partent à la coopérative et un papa qui travaille je sais pas combien d'heures semaine, qui court dans tous les sens, qui est sur tous les ponts, à savoir les syndicats, défendre les terres agricoles, de l'urbanisation, qui est aussi à la FDSEA, le syndicat majoritaire agricole, et puis qui a 4 enfants, qui court un peu dans tous les sens, et qui essaye de sortir un maigre salaire dans tout ça. Et voilà. Et pour le coup, ma mère n'était pas du tout du monde agricole, c'était une cadre sup donc qui travaillait à Paris et qui faisait les allers-retours entre mon petit village de Centre-Bretagne et Paris. Mais du coup, j'ai grandi avec cette image que quand on vient du monde paysan, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc j'avais ça dans la tête, quoi. Que j'avais peut-être pas beaucoup d'argent. On reviendra tout à l'heure sur... Il y a Mathis a participé à cette... tu sais pas, mais tes parents ils m'ont dit quelque chose. Qu'il y avait un peu, du coup, il y a les métiers de la terre. Et Mathis, tu dis qu'il y a les métiers d'ordinateur. J'ai entendu parler de ça. C'est vrai que les métiers d'ordinateur, a priori, de ce que j'ai appris avec vous, c'est que on travaille moins et on gagne plus d'argent. Oui. Mais de fait, vous avez choisi de faire les métiers de la terre. Et on en a discuté un peu ensemble, mais je me demandais quand vous étiez enfant aussi, vous aviez déjà un regard sur cette pratique agricole. Je me rappelle, Sylvain, toi que tu m'avais dit à un moment donné, genre que tu te souviens qu'enfant tu étais là, genre c'est le métier le plus difficile du monde. Carrément. J'avais vraiment cette image-là de mon père. Je croyais qu'il faisait le métier le plus dur du monde. Et je me dis que c'est quand même, il y a un truc curieux et beau et étonnant, mais de voir, tiens, le métier le plus dur du monde. Et si je faisais pas ça? C'est bizarre, ouais. Et, c'est parce que même si enfant, j'avais en tête que c'était le métier le plus dur du monde, parce que je voyais mon père rentrer très tard le soir, Je vais partir en arrière. que je le voyais souvent stressé, tendu. J'ai quand même décidé de faire des études dans cette voie-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi c'était un métier qui pouvait avoir énormément de sens selon la manière dont on le pratiquait. Et moi aussi j'ai décidé de m'installer après avoir cogité sur l'agriculture que pratiquait mon père et sur d'autres manières de pratiquer l'agriculture. J'ai décidé de m'installer parce que je trouvais que ça pouvait avoir énormément de sens de faire ce métier-là, autant pour nourrir les gens avec des produits sains, mais également entretenir le paysage et travailler avec la nature plutôt que travailler contre elle. Voilà. Et comment du coup il y avait un autre truc, c'est que je me disais dans ce relais là, apparemment vous n'avez pas eu exactement du coup les mêmes relations, que toi du coup ça débattait énormément à la maison. À la maison on faisait le monde, ouais. Avec ton père, même si vous étiez il était sur des pratiques, il réfléchissait quand même beaucoup à ces pratiques. Ouais, c'est ça, on avait des grands débats sur l'OGM. Alors, je lui disais que les OGM c'était pourri, j'étais dans ma période écolo, alors c'était les OGM c'est pourri, j'espère que tu n'en mettras jamais, qu'est-ce que tu en penses? Et lui il m'interrogeait, il me dit mais tu penses que c'est quoi? C'est quoi pour toi l'effet du transgénique? Voilà, on se questionnait beaucoup à la maison, il n'y avait pas de sujet on va dire tabou, même là voilà la religion. Voilà, on passait notre temps à débattre. Alors des fois, peut-être on était 4 enfants et on s'écoutait peut-être pas toujours assez, mais en tout cas, on pouvait passer des heures à débattre et notre père était toujours à nous questionner sur ce qu'on pensait de ce qu'il faisait, quoi. Donc, ce qu'on comprenait. Voilà. Donc la question d'être végétarien, pourquoi pas, la question ça sert à quoi l'agriculture, les valeurs qu'on a derrière l'agriculture, on en parlait beaucoup, quoi, le sens du métier qu'on avait
et pourquoi on le faisait. Donc lui, il aimait beaucoup nous transmettre ça, se questionner. Et de fait, tous les deux, il s'avère que il y avait un peu la question de l'héritage, de quand on vient du coup des métiers de la terre. Il y a un peu on va dire un peu sur l'image d'Épinal, il y a l'idée que la terre se transmet petit à petit de personne en personne au sein des familles. Et de fait, du coup, c'est pas toujours comme ça. L'héritage, pour vous, il s'est fait autrement, parce que je sais pas si tous les deux, les terres des familles sont toutes les deux parties à l'agrandissement. Ouais, moi, on va dire, je me destinais à reprendre la ferme familiale dans le sud-ouest, et mon père n'attendait que ça. Et dans les discussions qu'on a pu avoir avec Alexandre, on s'est rendu compte qu'on était mieux tous les deux en Bretagne, et que reprendre une ferme qui fait partie de la famille, on reprend pas que des bâtiments et des terres, on reprend aussi tout un héritage. Et avec tout le poids qui va avec, de bosser au quotidien avec la génération d'avant qui regarde ce qu'on fait et si on le fait bien. Donc on a fait le choix avec Alexandre finalement de ne pas s'installer dans le sud-ouest, et donc la ferme de mon père est partie à la grande. Il a essayé de transmettre malgré tout, mais c'est pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes à transmettre et peu de porteurs de projets en face, donc c'est compliqué de trouver des repreneurs pour les fermes. Donc les bâtiments ne sont plus rien, quoi. Ils sont vides, les bâtiments des vaches. Et les terres partent à l'agrandissement. Surtout dans le coin où on était. Ouais. C'était particulièrement vide, quoi. Ouais. Et les terres partent à l'agrandissement pour des voisins qui vont devenir un peu plus gros que ce qu'ils n'étaient jusqu'à présent. Voilà. Mais c'est malheureux, et c'est pas du tout un cas isolé, quoi. J'avais une question, c'est pas l'affaire qui achète dans ce cas-là pour redistribuer après à l'agriculteur. Non, ça c'est pas toujours côté, comme qui a ça. une plus grosse ferme, non. Non, la SAFER ne joue pas toujours son rôle effectivement de redistribution avec pour priorité l'installation. Aujourd'hui, il y a des endroits où la SAFER ne joue plus du tout son rôle. Au contraire, elle agrémente la finance immobilière, j'allais dire l'inflation qu'il y a sur les terres agricoles, quoi. Et elle vend au plus offrant. Et j'ajouterais même que même si la SAFER jouait son rôle correctement, dans la mesure où il n'y a pas de porteur de projet en face, il n'y a pas de miracle. Il faut... Et qu'on arrive sur des terres des fermes qui sont irreprenables en fait de par leur dimension. Et de fait, donc, vous avez choisi de venir en Bretagne. Alexandre, toi, tu venais plus ou moins du coin, vu que justement la ferme était à la Chaise. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait vraiment justement un truc un peu de trouver la bonne distance entre le proche et le lointain pour que ce soit justement pas... Ouais. Bah ouais, ça m'allait bien d'être pas trop près d'où je venais, mais à une petite demi-heure, c'était pas mal. Ouais. Bon, c'est aussi parce qu'on a rencontré les cédants et ça a tout fait, quoi. C'était un véritable coup de cœur de rencontrer Maryse et Joseph. Donc c'était du bouche à oreille. C'était des copains de copains qui nous ont parlé « Ah, cette ferme, franchement, il faudrait que t'ailles la voir ». Et quand on les a rencontrés, on s'est dit non mais des gens pareils, mais ils sont incroyables en fait. Et je pense qu'on a parlé pendant 5 heures d'affilée sans voir le temps passer. Et c'est vraiment la rencontre des gens qui ont fait... Alors en plus ils nous ont emmenés voir la mer très vite. Là on s'est dit bah voilà, ils ont tout compris. Donc non, c'est vraiment plus direct ici. Alors après moi je me projetais un peu moins vite que Sylvain puisque il fallait d'abord trouver une ferme qui était laitière de préférence, avec un peu d'hectares pour que ce soit des prairies. Et le maraîchage, c'est déjà plus facile de lui trouver une petite place dans un second temps. Et puis bah moi, j'étais pas encore prête, hein. J'avais pas du tout prévu moi de m'installer jusque là. Donc, je voulais pas du tout m'installer tout de suite. Donc on a d'abord mis les jalons sur la partie laitière et moi j'ai été faire mon expérience un peu plus loin pendant 5 ans. Tu m'avais dit que pour le coup c'est marrant parce qu'encore sur cette espèce d'image de le silence dans les champs, et de fait c'est vrai qu'il y a plein de moments où vous êtes en silence à travailler, soit avec les animaux, toi Sylvain, soit avec les végétaux, toi Alexandre. Mais tu disais que justement un des trucs qui t'avait plu, où tu t'étais dit genre j'ai peut-être bien envie de mettre le pied à l'étrier, c'était dans un écolieu où tu disais qu'il y avait le plaisir
parler politique en ramassant des patates. Ouais, grave. Moi j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était quand tu fais un travail relativement répétitif pendant 2 heures, t'as largement le temps de parler. Et en plus, mine de rien, on n'est pas toujours à se regarder parce qu'on travaille. Et en fait, ça pousse à la confidence. Et je trouve que c'est super de parler énormément pendant qu'on travaille. Je trouve que ça éveille un peu l'esprit. Et du coup, nous on accueille des woofers ici et c'est souvent qu'on essaye de faire faux pas, ça dépend des gens qui arrivent, mais en tout cas, c'est une bonne occasion de débattre et de discuter quand on est en train de ramasser les poireaux ou désherber. On oublie la difficulté de la tâche parce qu'on réfléchit en même temps et on s'ouvre. Il y a des gens qui sont arrivés, ils m'ont raconté toute leur vie. Je suis sûre qu'ils m'auraient jamais raconté leur vie. Si on s'était retrouvés autour d'un café, ça aurait été plus difficile de se confier, quoi. Ça c'était cool. Ouais. Elle date de quand l'installation? Moi je me suis installée il y a à peine un an. Enfin un an, ouais, c'est ça. Officiellement bien sûr. Les serres ont été montées il y a 2 ans. Officieusement c'est un vrai parcours du combattant de faire les démarches pour monter les serres, préparer la terre pour qu'il y ait de l'engrais vert, que ce soit travaillable, et puis la partie administrative qui prend beaucoup de temps. Et moi c'était 2019, donc il y a 5 ans. Et les vaches, elles sont où là? Elles sont cachées. Elles sont arrivées. Les cherches, je les vois pas. Ça c'est le jeu juste après, saurez-vous les retrouver? Elles sont dans le champ. Où sont les vaches? Elles sont en train de manger de l'herbe. Et du coup, pour les voir, il faut que... Faire la randonnée tout à l'heure. Faire la randonnée, voilà. Non, en fait, il y a quand vous êtes face à la ferme, il y a un petit chemin qui part à droite. Il faut prendre ce chemin-là sur à peu près 500-600 mètres. Et à un moment, elles sont à droite. C'est des Montbéliardes. Dans une pâture, c'est des Montbéliardes, donc blanches, taches marron. Et donc vous avez repris les vaches de la ferme d'avant? Oui. Voilà, ouais, de Marie-Joseph. C'est ça. Qui sont devenues toutes bariolées. Oui, ils partent en retraite. D'accord. Tout à fait. Qui sont devenues toutes bariolées de fait, les vaches. On a fait des petits mélanges, quoi. Ouais, voilà. Il y a des mélanges de races dedans, donc il y a plusieurs couleurs un peu. Et il y a combien d'hectares sur la ferme 47. Ah oui. 47, dont 1,5 en maraîchage. Ouais. 1,5 en maraîchage et tout le reste c'est de la prairie. Je me disais qu'on pouvait peut-être refaire un petit contraste, parce que vu qu'on va rester encore une demi-heure, je pense ensemble, 20 minutes, une demi-heure. Il y a de faire un petit contraste avec justement un des visages du rapport au chant. Donc ça c'est un petit livre de poèmes récits d'Aurélie Olivier. C'est une femme qui a grandi plutôt du côté du Trégor, mais aussi dans le milieu paysan. Et de fait, elle dit qu'elle a vécu 18 ans dans la ferme, 18 ans en dehors. Et elle a un rapport assez amer à son enfance. Elle a un rapport assez amer à son enfance et de fait, pardon, je suis un peu perdu, j'ai envie de savoir ce que pense Mathis de tout ça. C'est quand qu'on finit? C'est normal. C'est ça qu'il dit. Et donc voilà, elle, dans ce rapport-là, c'est une manière des récits qu'on peut dire sur la ferme. Et justement, moi je me demandais comment quel écho ça aurait pour vous. Merci Catherine. En février 1986, un cri perce les couches de neige. C'est l'isolement d'une mère qui s'ignore totalement dans sa chambre d'adolescente. Il se passe quelque chose de sanglant et d'inédit à la ferme. Un bébé craque le déni. Les corps de ferme catholiques tremblent sous les secousses de l'inattendu. Il faut nettoyer, ordonner, habiller, marier les jeunes gens, baptiser l'enfant, bien comme il faut, sort sa faute. Au pas cadencé, expier la faute, damner les cons et surtout ne pas faire d'histoire. Malheureusement pour les non-dits et les on-dits, l'inédit, c'est moi. J'ai la sensation de le savoir depuis toujours, mais je l'apprends officiellement sur le tard. 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ces mots. Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites. Dans cet écho-là, on l'avait entendu une fois discuter pas loin d'ici, là au Bourret. Et les personnes étaient, parce elle doit avoir 35 ans. Les personnes étaient là, genre, mais là tu parles des chants il y a 100 ans et tout ça, quoi. Elles disaient, non, mais c'était comme ça. Avec, pour le coup, un peu le coup de la chape de plomb, vraiment. Et de pas réussir à trouver les mots pour dire.
Et ce que j'ai trouvé beau dans vos témoignages, c'est que du coup, toi, Alexandre, il y avait vraiment un peu cet art du dialogue dans ta famille. Et j'étais assez curieux, moi, que tu nous racontes, Sylvain. Toi qui as eu un moment donné, notamment au moment de ce départ en Bretagne, il y a eu quelque chose de tout d'un coup d'un peu abrupt, d'un silence qui s'est posé, et que tu as trouvé une solution pour aller retrouver des mots dans tout ça. Ouais. Oui, bah moi c'était à l'inverse d'Alexandre, c'était une famille où ça débattait peu. Il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de silence. Et c'était compliqué d'avoir un avis contraire ou à celui de mon père sans que ça provoque des tonnerres de rugissements, disons. Des rugissements. Carrément. Et donc, quand Alexandre et moi on a décidé de ne pas s'installer dans le sud-ouest mais de venir en Bretagne, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, d'une part de lui expliquer que ma vision de l'agriculture ne correspondait pas à ce que lui avait fait, même si je n'en voulais pas du tout d'avoir fait ce qu'il avait fait. Et ça a été dur aussi qu'il accepte que j'aille m'installer sur la ferme d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, alors que lui avait une ferme à reprendre, qu'il m'aurait donnée. Donc, étant dans l'incapacité à parler calmement avec lui, parce que toutes nos discussions, on n'arrivait pas, bref, ça ne faisait pas, j'ai écrit. Et je lui ai écrit peut-être 3 ou 4 mots. Les premières lettres, c'était pas clairement pour lui dire que je voulais pas m'installer, mais c'était plus pour lui faire part de mes questionnements à moi sur l'agriculture telle que lui la pratiquait, et pour lui faire part aussi de ce que moi j'en pensais. Et puis après, les derniers mots, j'ai écrit plusieurs lettres. Les dernières lettres que j'ai écrites, c'était plus pour clairement dire que je n'allais pas m'installer sur sa ferme et qu'il fallait qu'il accepte ça même s'il ne le comprenait pas. Et voilà. Et donc il y a eu 2 années très compliquées, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que malgré l'énervement dont il faisait preuve quand on parlait ensemble, mon père a quand même une très grande capacité à se remettre en cause. Et là j'ai pu m'en rendre compte. Et quand je lui ai écrit ma première lettre par exemple, où je remettais en cause ce qu'il avait fait pendant 30 ou 40 ans, mais sans m'en prendre à lui vraiment. Je faisais attention dans mon ton de la lettre à dire que je parlais d'un système et je ne critiquais pas ce que lui avait fait. Et il m'a rappelé 3-4 jours après, en me disant qu'il n'avait pas dormi de la nuit, que sur le moment il s'était vraiment dit que c'était n'importe quoi, et puis que 3-4 jours après il se disait quand même que j'avais un peu raison. Donc voilà, et puis bon, au final il y a eu 2 années de compliquées parce qu'il a fallu, pour lui en termes d'affect, c'était compliqué d'accepter que sa ferme n'allait pas être reprise et qu'en plus j'allais m'installer ailleurs. Parce qu'à la limite, je n'aurais pas repris sa ferme pour aller bosser chez Monsanto et de payer 5 000 € par mois. Bon, il aurait compris. Il se serait dit c'est le métier de paysan qui est trop dur, il en veut pas, je comprends. Mais pour aller m'installer ailleurs, c'était autre chose. Et bien, il a réussi à comprendre ça. Il y a eu 2 années très compliquées. Et au final, non seulement il a compris, mais j'aime bien dire en rigolant qu'il est presque devenu plus militant sur la bio que moi aujourd'hui. Et il me surprend des fois par des choses qu'il dit où je me dis ouais, mais l'évolution qu'il y a eu, elle est phénoménale. Et voilà, et puis et pour couronner le tout, mes parents aujourd'hui, ma mère n'était pas du tout installée, elle était orthophoniste, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais du coup, mon père et ma mère aussi s'entendent très bien aujourd'hui avec Maryse et Joseph. Ça vient un peu à clôturer l'histoire de la manière la plus belle. C'est une belle fin, quoi. Donc, et ils apprécient de venir sur la ferme ici et ils comprennent tout à fait aujourd'hui. Mon père comprend tout à fait le choix que j'ai fait. Donc voilà. Donc malgré les silences, moi je dois beaucoup à l'écriture dans ces moments-là. Et la remise en cause de ton père aussi. Oui, il y a sa capacité à se remettre en cause. C'est ça que je
trouvais beau, moi, c'est dans cette histoire de fait, là, il y a pas dans votre histoire, il n'y a pas l'héritage de la terre, mais il y a tout un autre, plein d'autres formes d'héritage. Et qu'est-ce qu'il est soin, Mathis? Il y a toute une forme, d'autres formes d'héritage, et qui passent. Moi, ça me va bien entre guillemets, c'est que ça passe par le récit. Je vais raconter, tiens, une petite histoire, Mathis, si tu veux bien, une petite histoire, une sorte de mini conte, où justement c'est un enfant qui se retrouve. Imaginez un enfant qui se retrouve avec son père ou sa mère. On va dire son père pour l'histoire. Il est assis sur les genoux de son père. Un enfant qui se retrouve avec son père et puis il commence à poser des questions et il dit mais papa, mais comment ça se fait que ça pousse comme ça en fait tous les légumes? Pourquoi ils poussent vers la hauteur? Pourquoi ils poussent pas genre à l'horizontale ou pourquoi ils poussent pas sous le sol? De fait, des fois ils le font aussi. Et pourquoi ils ont besoin de la lumière? Comment ça se fait que pourquoi vous avez mis une serre en fait déjà? À quoi ça sert tout ça? Et puis pourquoi vous avez mis des grandes bâches comme ça? Et puis des tuyaux partout Et là il y a son père qui le regarde et qui lui fait bah je sais pas. Du coup là il y a l'enfant qui recommence qui dit mais maman, parce qu'ils sont tous les deux ensemble en fait. Il dit mais maman, là les vaches en fait, comment ça se fait qu'ils broutent? Pourquoi ils ont 5 estomacs? En fait ça fonctionne comment et tout ça? Comment ça passe les animaux à travers eux? Et pourquoi ils parlent pas? Pourquoi ils parlent pas la même langue que nous? Pourquoi les vaches et on peut pas discuter avec eux? Ils nous répondent. Pourquoi je peux pas monter sur une vache comme si c'était un cheval et courir et tout au galop? Hein? Pourquoi je peux pas faire ça? Très bien. Et là il y a sa mère qui le regarde comme ça et puis qui lui dit bah je sais pas. Et là il y a l'enfant du coup qui dit franchement si vous me répondez jamais, moi j'arrête de poser la question hein. Et là il y a les deux parents qui le regardent et qui lui disent bah non, si tu poses pas de questions t'apprendras jamais rien. Normalement ça c'est une histoire de Nasreddin. Et moi je la trouve assez touchante sur ce truc de dire est-ce qu'on apprend quand on fait face aux réponses ou est-ce qu'on apprend quand on fait face au vide du sens? Oui, c'est le deuxième, bien sûr. Parce qu'une question entraîne une autre question, alors quand on a la réponse, ça clôt. Ah oui. Et de fait, il y avait un des trucs, c'est que tous les deux vous m'avez dit que ce que vous avez eu en héritage aussi, c'était justement cette question du sens. Que c'est peut-être le métier le plus difficile du monde, mais que c'est aussi peut-être le métier qui a le plus de sens. Et ça, je me demandais comment vous pourriez en parler, c'est quoi le sens de ce métier? Ouais, le sens de ce métier. Je sais pas. Pas piégé comme ça, j'aurais dû. Ah ouais, trouver du sens. Bah, c'est difficile des fois de trouver du sens à ce qu'on fait et du sens à la vie. Et nous, quand on vient de voir et que tu as des beaux légumes, c'est ça, beau sens? Ouais, mais je veux dire, à la base, si on s'est questionné, c'est qu'on se demandait comment donner du sens à notre vie, à ce qu'on faisait. Et puis il y a aussi, moi j'ai perdu mon père du coup brutalement en 2013. Et du coup à ce moment-là, je me suis vraiment questionnée sur le sens de ce que je faisais parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le monde agricole. Et du coup, je me demandais vraiment quel sens mettre dans ma vie. Et donc c'est un peu de ça que c'est parti, où je me suis mis à vraiment regarder au fond de moi quel épanouissement je pourrais avoir. Et très vite, je me suis dit que faire pousser des choses de la terre, ça avait vraiment un sens fondamental dans ma vie et d'où je venais aussi. Parce que j'ai grandi vraiment avec une grand-mère qui était, voilà, comme plein de grand-mères, qui avait un beau potager, tout ça. Et du coup, je suis revenue à mes fondamentaux parce que j'étais complètement chercher un autre équilibre vu que j'avais perdu un de mes piliers, voilà. Et du coup, de ça est venue cette envie de faire du sens dans mon métier, de re-questionner d'où je venais et de pourquoi ça s'était terminé comme ça pour lui. Et du coup, dans cette recherche de sens, j'ai remis à plat cette envie de produire quelque chose de sain et en direct avec les gens, parce que j'étais sûre que si j'arrivais à vendre aux gens, les gens allaient me pousser à cette remise en cause perpétuelle de ce que je faisais pousser de la terre, quoi, avec leurs questions, avec leur envie eux aussi de faire pousser chez eux et tout ça, c'était finalement un petit débat perpétuel que j'allais pouvoir avoir dans mon métier en fait. Et c'est cette recherche de sens là qui m'a poussée à faire ça, quoi.
tu disais que le marché, notamment, c'était un des moments où justement cette conversation pouvait avoir lieu. Ouais, en tout cas, idéalement, moi je pense que le marché c'est un lieu de débat. Parce que j'ai fait un petit tour en Bolivie et là-bas, le marché, c'est un lieu où les gens ils mettent des thématiques sur des panneaux et ça débat. Et c'est un lieu de rencontre aussi des gens, mais ça discute, quoi, ça argumente, ça donne son avis, ça écoute l'autre et tout ça. Et idéalement, moi j'aime bien quand sur le marché, les gens ils disent « Ah, mais pourquoi c'est ce prix-là » ou « Ah, mais pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça pourquoi on ne voit pas plus de maraîchers comme vous » ou voilà, des questions, ça j'adore parce que voilà, ça donne un peu d'ouverture sur ce qu'on fait. Arrête Mathis, t'es pénible, sinon je vais te sortir de là. Va te balader. Arrête. C'est marrant parce que du coup, c'était un peu sur ça que j'avais envie d'aller. Là, en l'occurrence, Mathis aime pas trop être dans le spectacle. Mais de fait, il y avait peut-être un des derniers sujets que j'avais envie d'aborder. Après, on pourra aussi le faire de manière informelle. C'était le fait que vous disiez dans ces regards sur le silence, qu'il y avait là, il y avait toute la part un peu qu'il pouvait y avoir du silence politique, l'omerta. Et vous avez trouvé des chemins à travers ça. Mais qu'il y a aussi le silence qui peut être plus beau dans l'idée. Le silence qu'on partage quand on est en relation avec des êtres qui ne parlent pas notre langue, tels des vaches, ou tels les végétaux. Ouais. Et que ça, du coup, je me rappelle qu'Alexandre, toi, tu m'as dit que c'était quelque chose de fort pour toi, de pouvoir être en relation, pas que avec des humains. Ouais. Et que ça, en plus, c'était quelque chose que tu avais envie de partager, justement, avec les prochaines générations. Ouais, carrément, le sens de l'observation, je trouve que c'est vraiment trop génial de pouvoir observer les couleurs, les odeurs, les choses qu'on a. Et ça peut se faire que quand il y a un peu de silence, parce que sinon notre cerveau, je trouve qu'il est occupé à l'interaction. Et ce que j'aime bien quand je suis avec Mathis, c'est que je vois bien qu'il observe plein de choses de son âge, quoi. Il va voir des couleurs de papillons, il va me demander... voilà, il va voir plein de choses hyper différentes. Et je trouve que ça, c'est super beau. Puis les végétaux, ils nous parlent de plein de choses. En fait, quand en désert, par exemple, il y a toujours des végétaux, des mauvaises herbes, entre guillemets, qui ressemblent aux légumes qu'on veut, entre guillemets, faire pousser. Ça, c'est vraiment super intriguant. Moi, j'aime bien qu'on me racontait des histoires autour de pourquoi les végétaux font ça, pourquoi ils ont cette couleur-là. Je trouve qu'il y a plein de choses à se raconter. Même si toi tu disais, Sylvain, que du coup, des fois tu arrives à être dans un silence contemplatif avec les vaches et tout ça, et des fois tu disais, des fois quand tu es avec les vaches, tu rumines. Je me mets à ruminer avec elle, ouais. Mais pas de la même manière. C'est un peu comment on peuple ce silence. Et en tout cas, moi en entendant tout ça, après je pense que si vous avez un petit peu des questions, mais je voyais du coup ces différentes manières de silence, quoi. Celui de la rumination dans les champs, celui de l'observation. Je me rappelle qu'Alexandre, à un moment donné, t'avais dit aussi que la beauté nous transforme. Ça, j'avais trouvé ça fort, de se dire que de voir aussi. Tu disais que par exemple, quand tu as vu tes carottes, là où à un moment donné en plus c'était plus difficile cette année, qu'il y a un peu un truc de dire que je vais réussir à les faire, et que tout d'un coup quand ça marche, en dépit du climat, en dépit des difficultés, en dépit de l'aléatoire, il y a un truc de la beauté tout d'un coup. Oui, moi je crois que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier, c'est que je trouve c'est beau. Des fois je mets de l'engrais vert de toutes les couleurs, et c'est juste parce que bien sûr il y a le côté technique et tout ça, mais je crois que de base on est guidé aussi par l'envie de faire un truc qui est joli. Ça c'est vrai que c'est... Et tous les deux du coup, Mathis et Sylvain, là, quand vous êtes avec les vaches, comment vous arrivez à parler avec les vaches, à communiquer avec elles? Toi tu lui racontes quoi à tes vaches? Alors, pour la petite anecdote, moi c'est justement quand je travaille avec Mathis que je ne suis jamais dans le silence. Radio Mathis. Radio Mathis est branché en permanence. avec les fameux et pourquoi. Mais c'est génial. Mais oui. Et non, mais la communication avec les vaches, effectivement, c'est pas de la communication qui passe par la parole, mais c'est beaucoup d'observation. Observation
Ne serait-ce que le matin, quand je les ramène du champ, par exemple ce matin, tout simplement, j'ai trié à 6 heures avant la journée, j'ai observé 2 choses. Par exemple, il y avait une vache en chaleur. Donc ça fait partie des choses, elle me l'a pas dit, mais je l'ai su, je l'ai vu. Parce qu'avec ses congénères, elle avait un comportement qui montre qu'elle est en chaleur et prête à recevoir le taureau ou à être inséminée. Et j'en ai vu une autre qui boitait par exemple. Et demain matin, il faudra que je soulève sa patte pour voir qu'est-ce qu'elle a, si elle a un caillou qui s'est bloqué ou un truc comme ça. Donc ça fait partie déjà des observations de base et un peu de la communication. Elles sont dans un état particulier de santé ou hormonal, disons, et elles me le communiquent avec leur signe à eux, à elles. Après, Arrête Mathis, tu fais mal. il y a énormément de choses qu'on observe aussi. Par exemple, on sent les vaches des temps orageux, on va sentir très vite si elles sont énervées. Et à l'inverse, il y a des soirs ou des matins à la traite, on ne sait pas pourquoi elles sont ultra calmes. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours une raison, mais il suffit qu'il y en ait une ou deux qui soient énervées dans le troupeau, qui excitent tout le monde autour, et puis on comprend vite. Mais en tout cas, c'est tous ces signes-là, et elles sont aussi très attentives. Donc moi, c'est les signes que j'observe chez elles pour qu'elles me communiquent ce qu'elles ont à me communiquer. Mais dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Ça veut dire que si moi, un matin ou un soir, je suis énervé pour une raison ou pour une autre, je sais qu'il faut que j'arrive à maîtriser mon énervement et mon stress parce qu'elles le ressentent aussi. Et que je vois bien que dans les moments où je peux être un peu tendu à la traite, les vaches vont pas toutes être sensibles de la même manière. Il y a certaines mollassonnes, on va dire, qui seront tout le temps mollassonnes. Peu importe ce que pense l'éleveur, mais certaines qui vont être beaucoup plus réceptives à mes humeurs à moi. Et donc je sais qu'il faut que je sois que j'essaye de ne pas extérioriser mon stress ou mes énervements quand je suis avec elles, et notamment à la traite, parce qu'elles le ressentent. Moi j'ai une question. Je ne m'y connais pas du tout en vache, mais j'ai vécu une expérience que j'ai trouvée extraordinaire. J'étais invitée à côté de Tours, je vivais à Paris à l'époque, et on était dans une chambre d'hôte, et le matin, je faisais un peu de yoga dans le jardin de cette gîte, et je me suis mis à chanter un petit peu. Et il y avait beaucoup de vaches dans le champ à côté, mais de l'autre côté, carrément de l'autre côté du champ. Et quand j'ai commencé à chanter, ils commençaient à venir et tout le troupeau est venu à ma rencontre. Et c'était tellement beau. Je dis, mais ils aiment le chant. Je pense qu'elles aiment la musique, le chant et la musique, ça c'est clair. J'ai déjà vu aussi des gens jouer de la guitare et à côté de vaches qui n'étaient pas du tout habituées à en entendre, et tout le troupeau qui se ramène. Après, il y a aussi une part de curiosité, sûrement. Mais c'est pas que de la curiosité, parce que ce serait quelque chose qu'elles ne sont pas habituées ou à voir ou à entendre, mais qui n'est pas agréable. Elles viennent pas comme ça tout autour de. Alors qu'un chant ou de la musique, ça les... Ouais. Est-ce que ça vous va si je profite de cette transition toute trouvée pour vous faire une petite chanson? Bien que je ne vous trouve pas particulièrement vache, mais... Vous avez fait référence tout à l'heure au livre justement Silence dans les champs. Fils de paysan et journaliste qui a fait 7 ans d'enquête là, pour écrire ce livre, La Silence dans les champs. Justement, je profite qu'il y a un peu de monde ici autour, parce que je leur conseille vivement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de le lire. Il se lit assez vite et vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce qu'est le système depuis des années et pourquoi peut-être c'est assez difficile en fait d'en changer. Et, voilà, moi je connais des paysans parmi mes amis où des enfants ont repris l'exploitation et puis ils font pas du bio et puis c'est compliqué d'aller faire du bio dans certaines fermes encore parce qu'on va se moquer d'eux et c'est comme ça, c'est la tradition. Après j'avoue que je l'ai lu aussi compliqué. Et moi j'ai arrêté de le lire. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très très dur à lire. C'est violent quand même. Ouais, c'est très violent. Moi, Silence dans les champs. Je suis une fille paysan aussi. J'ai un frère qui est agriculteur. Mais après, voilà.
Mais enfin, ouais, c'est dur. Mais je pense qu'il y a des vérités dans ce livre. Ah bah c'est sûr. C'est pour ça que c'est dur à dire. C'est dur à lire. On s'imagine pas. Et qu'il y a le poids des lobbies. Et que, oui, puis en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le savent et du coup. Je sais pas si, c'est une vérité qui est très bien pour ceux qui ne le savent pas, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Et juste le souci c'est que si on tourne sur tout ce qui est négatif sur ce monde agricole, je sais pas si ça nous ressource en fait beaucoup pour refaire. Moi ça m'a pas du tout ressourcé, ça m'a plutôt plombé en fait. Voilà. Moi je trouve que des fois j'aimerais bien qu'on parle du monde agricole avec des choses positives. Et alors justement, est-ce que vous êtes heureux de votre métier, de votre système, de vos choix Oui. Moi, je trouve que ce serait vraiment super si la société civile, elle était dans cette envie de comprendre. Et moi, je crois que c'est pour ça aussi qu'on fait du woofing, qu'on essaye d'ouvrir la ferme. C'est que je pense qu'il faut faire des ponts, en fait, pour que justement ça discute sur le positif du monde agricole et pour que ça nous donne envie d'y aller, d'en reparler. Pour moi, c'est qu'avec quelque chose de positif qu'on a de l'énergie pour avancer. Et du coup, j'aime bien aussi me dire qu'il peut y avoir des ponts avec les gens sur ce qu'on fait pousser, ce qu'on fait tous les jours, quoi. Parce que je pense que c'est pas évident de comprendre quand on fait que aller dans un magasin et acheter. C'est vrai que moi j'ai le sentiment que j'ai, c'est un peu pour ça aussi qu'on avait envie de faire ça avec vous aujourd'hui. C'est que c'est par rapport à ce que vous disiez, qui est un peu, c'est assez polarisé. En fait, les discours qu'il y a sur l'agriculture sont plutôt l'ambiance. Moi j'ai beaucoup aimé, apprécier lire Mon corps de ferme ou Nicolas Legendre, des dénonciations d'un système, mais qui montre en fait la douleur en fait qu'il y a dans ce monde-là, mais qui fait aussi un truc qui peut faire figure un peu de repoussoir par rapport à d'autres réalités, ou un peu un monde genre je vais bien, tout va bien, on pollue pas, il n'y a aucun problème, le côté de l'omerta. Et l'envie justement, et ce que je trouvais beau dans vos histoires, c'est que c'est aussi des histoires où il y a, à travers la discussion, l'écrit, le fait de pouvoir partager des histoires qui permettent en fait de tracer un chemin qui n'est pas que douloureux. Parce que c'est vrai que là, tout à l'heure je rigolais en disant nous voilà sur France Culture ou sur France Inter, vu de ces médias que je trouve très intéressants, mais qui sont aussi des médias parisiens, il y a quand même un truc où ça crée un imaginaire de la campagne qui est aussi douloureux en fait, et qui drape un peu notre monde, un peu de pénombre. Et je me dis qu'on est au début de quelque chose. Ces deux réalités, cette réalité, elle existe. Et je me demande comment, en discutant ensemble, on va pouvoir montrer tous les aspects de ces silences, justement entre le silence ruminatoire, le fait qu'il y a du sens, mais des fois sans reconnaissance, ce que vous avez dit aussi, sans reconnaissance économique, sans reconnaissance sociale, sans reconnaissance de ses pairs, par rapport à une image, à un moment donné, vous disiez, cette solidarité qu'il y avait dans avant, elle se rejoue maintenant dans le woofing, elle se rejoue quand il y a des événements comme ça. Mais il y a quelque chose de plus solitaire aussi. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de tissages à retrouver, ouais. Ouais, c'est clair. Et que là, je crois que c'était votre envie que ce moment, ce matin, soit une petite tentative de tissage à cet égard. Bon, même si on n'est pas dupes, on sait très bien que les gens qui viennent en général sur la ferme, ils ont déjà une bonne connaissance de la question et que vous êtes certainement des gens déjà soucieux de tout ça. Donc, la difficulté, c'est de toucher d'autres. Voilà, c'est ça. Le consommateur, il a aussi sa responsabilité. Oui, tout à fait. Ouais. Si ça vous va... Si le consommateur ne veut pas consommer du bio et tout, il veut toujours que du moins cher, c'est difficile aussi pour vous d'avancer. Oui, bien sûr. Tout à fait. S'excuse, mais on fait partie des... Eh bien, cela dit, justement, c'est ce que j'allais dire. La prochaine étape, c'est le chant. Si ça vous va, moi, je me fais une petite chanson pour conclure le machin. Et puis on pourra aller tous écouter nos chanteurs et nos chanteuses. C'est une chanson, je vous remercie beaucoup Sylvain et Alexandre. Merci à toi, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est pas rien de... On peut aussi applaudir Jérémy qui a fait cette belle... qui nous a aidé à raconter l'histoire. Et là c'est une chanson qui dit, c'est sur la lisière qu'est la liberté. La lisière du champ, l'endroit entre le champ et le chemin.
et c'est en gallo. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, l'amour qui t'espère, tiens la vérité, ton aloureux, dans le creux du fousseux, y a de la pouillerie là, où le biais sèche. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière qu'est la liberté. Était le sang lunge, en voyons pas le bout, j'en perdis en païenne, la veille est-elle où? Si elle est bonne du cerf au matin, la bête sauvage est un faillichant. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière qu'est la liberté. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, d'or en or s'en a la vérité. La vie t'espère au fond d'une couleur, la herbe finira par nous écharbouiller. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière qu'est la liberté. Est-ce la fourrière qu'est la liberté, d'or en or s'en a la vérité. Était le sang lunge, en voyons pas le bout. J'en perdis en païenne, la veille est-elle où? Est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière, est-ce la fourrière qu'est la liberté, est-ce la fourrière qu'est la liberté.